Bonjour et bienvenue sur Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine. Je suis Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale et animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode pédagogique, accessible à tous, sur un thème passionnant et souvent méconnu, le private equity. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée pour ne rien rater des prochains épisodes. Si ce sujet vous intéresse, sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire. Imaginez pouvoir investir dans des entreprises avant qu'elles n'entrent en bourse, ou participer au financement de startups prometteuses bien avant que le grand public n'en entende parler. C'est exactement ce dont on va parler. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que le private equity, comment ça fonctionne, quels frais et quelle fiscalité cela implique, les points essentiels à connaître avant de se lancer, les différents supports d'investissement disponibles, et je vous donnerai quelques exemples concrets d'investisseurs. Enfin, restez avec moi jusqu'à la fin pour une FAQ où je répondrai aux 10 questions les plus fréquentes sur le private equity. Le ton sera simple, fluide et vulgarisé, car l'objectif est que tout le monde comprenne bien ce sujet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le private equity? Commençons par les bases. Qu'est-ce que le private equity? Littéralement, cela signifie capital privé. En français, on parle aussi de capital investissement. Concrètement, il s'agit d'investir au capital de sociétés non cotées en bourse, c'est-à-dire d'entreprises qui ne sont pas encore sur les marchés financiers publics. En private equity, au lieu d'acheter des actions sur Euronext ou le Nasdaq, on va prendre des participations directes dans des entreprises généralement non cotées. Dit plus simplement, c'est investir dans l'économie réelle en devenant actionnaire, souvent minoritaire, de petites ou moyennes entreprises, de start-up innovantes ou encore d'entreprises familiales en croissance. Par exemple, financer une jeune start-up technologique qui a besoin de capital pour se développer, ou racheter les parts d'une PME florissante qui cherche un repreneur. Tout cela, c'est du private equity. L'investisseur apporte de l'argent directement à l'entreprise, ou via un fonds spécialisé, on y reviendra, et, en échange, il reçoit une part du capital de cette entreprise. Pourquoi le faire? Principalement pour le potentiel de rendement. Le private equity est connu pour offrir des opportunités de gains élevés sur le long terme, souvent supérieurs à ceux des placements traditionnels, en contrepartie d'un risque plus élevé. En investissant tôt dans des sociétés prometteuses, on espère réaliser une plus-value importante au moment où ces sociétés vaudront beaucoup plus cher, par exemple si elles grossissent ou sont introduites en bourse plus tard. C'est un peu comme détecter la future pépite avant tout le monde. C'est aussi un moyen de diversifier son patrimoine. Le private equity évolue de façon moins corrélée au marché boursier, il est moins dépendant des fluctuations quotidiennes de la bourse. Et puis, c'est l'occasion de soutenir l'économie locale et l'innovation. Vos investissements ont un impact direct sur le terrain en finançant des projets d'entreprise concrets. Historiquement, le private equity était réservé aux investisseurs institutionnels ou aux très grandes fortunes, avec des tickets d'entrée de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, le private equity se démocratise. De nouveaux fonds et plateformes permettent d'y accéder avec des montants beaucoup plus modestes, quelques milliers d'euros, voire quelques centaines d'euros via certaines solutions. On verra un peu plus loin quels supports existent et comment chacun peut éventuellement en profiter à son niveau. En résumé, le private equity, c'est investir hors des sentiers battus, dans des entreprises non cotées, pour chercher de la performance et donner du sens à son épargne, en finançant directement des entrepreneurs, tout en acceptant un niveau de risque et d'illiquidité plus élevé qu'avec des placements classiques. Comment ça fonctionne? Passons maintenant au fonctionnement du private equity, et en particulier comment les fonds investissent, sur quelle durée, avec quels objectifs et selon quel cycle. Il est important de comprendre cette mécanique, car investir en private equity, ce n'est pas du tout comme placer son argent sur un livret ou même en bourse. C'est un engagement long terme. La plupart du temps, un investisseur particulier accède au private equity via des fonds spécialisés. Ces fonds sont gérés par des professionnels qui collectent l'argent de plusieurs investisseurs pour le placer dans un portefeuille diversifié d'entreprises non cotées. Imaginons un fonds de private equity géré par une société de gestion. Il va suivre un cycle de vie bien défini, souvent autour de 8 à 10 ans, parfois plus.
Voici les grandes étapes de ce cycle. La phase de levée de fonds, fundraising. Au départ, la société de gestion crée un nouveau fonds et cherche des souscripteurs. Vous, en tant qu'investisseur, vous vous engagez à investir un certain montant dans le fonds. On appelle cela un engagement ou une souscription. Par exemple, vous décidez d'engager 50 000 € dans un fonds de capital investissement qui va durer 8 ans. Souvent, cet argent n'est pas forcément versé en une fois. Le fonds peut procéder par appel de fonds successifs. En d'autres termes, il va vous demander de verser l'argent au fur et à mesure de ses besoins d'investissement, par tranche, sur les premières années. Cela signifie que si vous vous engagez sur 50 000 €, il faut garder cette somme disponible car le gestionnaire peut vous appeler les fonds progressivement, par exemple 20 000 la première année, 15 000 la deuxième, etc. Attention, lorsqu'on s'engage, on a une obligation de versement aux appels de fonds. Il est donc crucial de ne pas faillir à cet engagement sous peine de fortes pénalités. À noter, dans certains véhicules grand public, notamment via l'assurance vie ou des fonds tout en un, le fonctionnement est un peu différent et plus simple. Souvent, vous versez tout dès le départ, et c'est le fonds qui gère en interne. La phase d'investissement, période d'appel et de placement. Une fois l'argent engagé, le fonds va investir dans différentes entreprises. Cette phase dure généralement de 2 à 5 ans. Les gestionnaires étudient des dossiers d'entreprises, sélectionnent les plus prometteuses selon leur stratégie et investissent dans, par exemple, 10, 20, 30 entreprises différentes pour diversifier le portefeuille. Chaque entreprise peut être à un stade différent. Ça peut être du capital risque, venture capital, pour des startups en démarrage, du capital développement pour des PME en croissance ou du capital transmission, LBO, pour racheter une société plus mature. Le but est toujours d'entrer au capital à un moment opportun où l'entreprise a un fort potentiel de valorisation future. Durant cette phase, l'investisseur particulier ne voit pas grand-chose se passer sur son compte. Son argent est progressivement versé puis immobilisé dans ses participations non cotées. La phase de gestion et d'accompagnement. Une fois les participations acquises, le fonds devient actionnaire de ces entreprises et souvent le gestionnaire va accompagner activement les sociétés en portefeuille. Le rôle du fonds n'est pas seulement financier. Il peut apporter du conseil stratégique, aider à recruter des talents, ouvrir son réseau, etc., pour faire croître la valeur des entreprises investies. Cette période de détention dure en général plusieurs années, souvent 5 à 7 ans. Pendant ce temps, l'investisseur doit être patient. Il n'y a pas de cours de bourse à suivre au quotidien. La valeur de votre investissement est recalculée périodiquement, par exemple une fois par trimestre ou par an, on vous donne une valorisation estimative de vos parts de fonds. Mais votre capital reste illiquide. On reviendra sur la liquidité. Parfois, le fonds peut verser quelques distributions intermédiaires si, par exemple, une des entreprises du portefeuille verse un dividende exceptionnel ou est vendue plus tôt que prévu. Mais généralement, on est dans une logique peu ou pas de revenus pendant la durée d'investissement, l'essentiel du gain potentiel vient à la fin. La phase de sortie, désinvestissement. C'est l'objectif final. Au bout de quelques années, le fonds va chercher à revendre ses participations dans les entreprises à d'autres investisseurs, ou lors de l'introduction en bourse de ces entreprises, ou parfois en les vendant aux fondateurs ou à d'autres sociétés, selon les opportunités. C'est là que la valeur créée doit être réalisée. Idéalement, chaque entreprise est revendue bien plus cher que le prix d'achat initial, ce qui génère une plus-value. Cette phase de cession s'étale souvent sur 2 à 3 ans vers la fin du fonds. Au fur et à mesure que les sorties se font, le fonds redistribue les gains aux investisseurs initiaux. Vous allez donc récupérer votre argent petit à petit ou en quelques grosses fois, en fonction du calendrier des ventes. Attention, il peut arriver que certaines participations ne trouvent pas preneur rapidement ou prennent du retard, ce qui peut prolonger la vie du fonds. De même, si certains investissements ont été des échecs, par exemple une start-up qui fait faillite, le fonds peut ne rien récupérer sur ses positions, c'est la réalité du risque. Clôture du fonds. Une fois toutes les participations cédées, ou la presque totalité, le fonds est clôturé. On fait les comptes finaux, on vous reverse tout ce qui vous revient. À l'issue, généralement, on regarde la performance globale du fonds sur sa durée de vie,
Par exemple, votre 50 000 euros sont-ils devenus 100 000 euros ou 80 000 euros, etc. La réussite du private equity se mesure souvent en TRI, taux de rendement interne sur la période, ou en multiple de l'investissement, par exemple, avoir doublé la mise, soit un multiple de 2. Ce cycle complet explique pourquoi investir en private equity nécessite d'immobiliser son argent longtemps. On parle fréquemment d'un horizon de 8 à 10 ans minimum. Certains fonds peuvent durer 12 ans, voire plus. Surtout s'il y a des extensions, beaucoup de fonds prévoient une possible prolongation d'1 ou 2 ans au-delà de la durée initiale, si nécessaire, par exemple si des participations ne sont pas liquidées à temps. Il existe néanmoins quelques variantes. De nouveaux types de fonds de private equity dits perpétuels ou evergreen se développent, où il n'y a pas de date de fin fixe. Ils permettent une souscription à tout moment et organisent des sorties progressives. C'est encore rare, mais ça tend à offrir un peu plus de flexibilité. Nous n'irons pas trop dans le détail ici. De même, il émerge un marché secondaire du private equity où l'on peut revendre ses parts de fonds à d'autres investisseurs avant l'échéance. Cependant, ce n'est pas garanti. La liquidité reste limitée et souvent à des conditions moins favorables. On y reviendra sur la partie liquidité et risque. Pour résumer le fonctionnement, vous vous engagez, le fonds investit votre argent dans plusieurs entreprises non cotées, on patiente des années le temps que la valeur se crée, puis le fonds revend et vous récupérez, avec, espérons-le, une belle plus-value. C'est un cycle long qu'il faut avoir bien en tête. À la différence d'un placement en bourse où on peut vendre ses actions du jour au lendemain, ici c'est bloqué sur la durée du projet. Quels sont les frais liés au private equity? Parlons argent et plus précisément des frais. Investir via un fonds de private equity ou même via certaines plateformes n'est pas gratuit. Il y a plusieurs types de frais à connaître, car ils peuvent impacter le rendement final de votre placement. Voici les principaux frais que l'on rencontre en private equity. Les frais d'entrée ou de souscription, ce sont des frais que l'on paye au moment où on investit dans le fonds. Ils peuvent servir à rémunérer l'intermédiaire qui vous a proposé le fonds, votre conseiller, la banque, etc., ou à couvrir les coûts de montage du fonds. Suivant les cas, ces frais d'entrée peuvent aller de 0%, aucun frais d'entrée, à 2 à 5% du montant investi en général. Par exemple, si vous investissez 10 000 euros et qu'il y a 3% de frais d'entrée, 300 euros iront aux frais et seulement 9 700 euros seront réellement investis dans le fonds. Certains acteurs en ligne ou certains contrats d'assurance vie proposent maintenant des frais d'entrée réduits ou nuls pour être plus attractifs, donc c'est un critère à regarder. Les frais de gestion annuels, ce sont les frais récurrents prélevés chaque année par la société de gestion du fonds pour rémunérer son travail, sélection des entreprises, suivi, administration. En private equity, ils sont souvent autour de 1 à 2% par an de l'actif géré. Par exemple, un fonds peut avoir des frais de gestion de 2% annuels. Cela signifie que chaque année, 2% de la valeur du fonds sont prélevés pour payer les gestionnaires, avant de calculer la performance pour les investisseurs. Ces frais couvrent les salaires des équipes, les analyses, etc. Ils sont généralement prélevés directement sur les actifs du fonds. Vous ne les voyez pas passer, c'est intégré dans la valeur de vos parts. Les frais de performance ou commissions de surperformance, c'est une particularité des fonds d'investissement alternatifs comme le private equity. On les appelle souvent carried interest ou simplement carry. Cela consiste à rémunérer l'équipe de gestion si le fonds dépasse un certain niveau de performance. Typiquement, le schéma courant est le fameux 20% de carry. Si le fonds réalise des profits, les gestionnaires prennent une commission équivalente à 20% de la plus-value générée, généralement au-delà d'un certain seuil de rendement appelé hurdle rate, par exemple 8% par an. En clair, cela aligne les intérêts. Le gestionnaire ne touche cette commission que si vous, investisseur, gagnez de l'argent au-delà du seuil fixé. Par exemple, si votre investissement initial de 10 000 euros rapporte au final 5 000 euros de gain net, soit plus 50%, alors sur ces 5 000 euros, le gestionnaire pourrait prélever 20%, 1 000 euros, en commission de performance et vous conserveriez 4 000 euros de gain. Si le fonds ne performe pas assez, il n'y a pas de commission de performance. C'est un incitatif à la performance, mais il faut le connaître car ça vient ponctionner une partie des gros gains le cas échéant. Les frais indirects, autres frais,
Il peut y en avoir d'autres selon les structures. Par exemple, frais de transaction liés aux achats-ventes d'entreprise, frais juridiques, frais d'audit et dépositaires, etc. Ces frais sont plus techniques et intégrés dans le fonctionnement du fonds. On ne les voit pas toujours détaillés, mais ils existent. Si vous passez via une assurance vie, n'oubliez pas que le contrat d'assurance vie lui-même a ses propres frais de gestion, souvent 0,5% à 1% par an sur les unités de compte, qui vont s'ajouter. Idem, certaines plateformes en ligne peuvent ajouter des frais de réussite de leur côté. Enfin, les frais de sortie en private equity pur, fonds, sont rares, mais il peut y en avoir si vous sortez anticipativement via le marché secondaire. Par exemple, une décote ou une commission de rachat anticipé. En résumé, attendez-vous à ce que le private equity ait des frais plus élevés que, par exemple, un simple ETF indiciel en bourse. C'est normal car la gestion est plus active et complexe. Toutefois, il faut en avoir conscience. Vérifiez bien la structure de frais avant d'investir. Un fonds avec des frais trop élevés peut entamer significativement votre rendement. Par exemple, si un fonds fait plus 50% brut sur sa durée, mais que vous avez eu 5% de frais d'entrée, 2% par an de gestion pendant 8 ans et 20% de carry, le gain net pour vous sera nettement plus faible au final. Une bonne pratique. Comparez les offres et privilégiez quand possible des solutions à frais réduits. Certains assureurs suppriment les frais d'entrée, certaines plateformes abaissent les commissions, etc. Cela dit, ne choisissez pas un fonds uniquement parce que ses frais sont bas. Il vaut mieux un excellent fonds un peu cher qu'un mauvais fonds gratuit. Le rapport qualité-prix est à évaluer. La fiscalité du private equity. Intéressons-nous maintenant à la fiscalité, c'est-à-dire comment sont imposés les gains que vous pourriez tirer d'un investissement en private equity. La fiscalité peut varier selon le contenant que vous utilisez pour investir, compte titres ordinaires, assurance vie, PEA, etc., et selon le type de support, FCPR, FCPI, etc. Via un compte titres ordinaire, c'est TO en direct. Si vous investissez en private equity via un compte titres classique, par exemple en souscrivant directement à un fonds, FCPR, FCPI, etc., ou en investissant via une plateforme dans une start-up, vous êtes dans le régime général des plus-values mobilières. Concrètement, les gains, plus-values ou revenus éventuels seront soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, aussi appelé flat tax, qui comprend 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Vous pouvez opter pour l'imposition au barème progressif si c'est plus favorable, mais c'est rare que ce soit avantageux, sauf si vous avez peu ou pas de revenus par ailleurs. Cependant, il y a des exceptions intéressantes liées aux supports spécifiques. FCPR, Fonds commun de placement à risque. Les FCPR sont des fonds de private equity éligibles aux particuliers. Ils n'offrent pas de réduction d'impôt à l'entrée, mais ils bénéficient d'un régime fiscal avantageux à la sortie. Les plus-values réalisées par un FCPR sont exonérées d'impôt sur le revenu si vous gardez vos parts au moins 5 ans et que le fonds respecte bien son quota d'investissement dans le non coté, au moins 50% de l'actif. En pratique, la quasi-totalité des FCPR respecte ce quota, donc c'est un avantage majeur. Après 5 ans de détention, si votre FCPR vous rapporte un gain, vous paierez seulement les 17,2% de prélèvements sociaux, mais pas les 12,8% d'impôts. C'est un peu comme un PEA bis sur ce plan-là. Mais attention, si vous vendez avant 5 ans, l'exonération saute et la flat tax classique s'applique. Notez que pendant la vie du fonds, si des distributions sont effectuées, elles peuvent être soumises aussi à condition pour être exonérées. Mais restons simples, retenez FCPR, soit un gain exonéré d'hier après 5 ans. FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, et FIP, Fonds d'investissement de proximité. Ce sont des fonds de private equity qui ont vocation à investir dans des PME innovantes, FCPI ou régionales, FIP. Ils sont connus comme fonds fiscaux, car ils offrent un avantage fiscal à l'entrée, une réduction d'impôt sur le revenu. Actuellement, en 2025, cette réduction est de 18% du montant investi, hors frais, dans la limite d'un certain plafond annuel, généralement 12 000 € investis par personne, soit 2 160 € de réduction max, ou le double pour un couple. Il y a eu des périodes temporaires
où ce taux a été porté à 25% pour encourager l'investissement, notamment de 2020 à 2022. Mais en 2025, on est revenu à 18% pour les FCPI FIP classiques. En contrepartie de cet avantage, il faut conserver les parts au moins 5 ans, voire souvent 7 à 8 ans en pratique car la durée du fonds l'impose. Sinon, on perd la réduction et on doit la rembourser. Par ailleurs, tout comme le FCPR, les plus-values des FCPI FIP sont exonérées d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent. Donc, ce sont des véhicules très intéressants pour qui cherche à réduire ses impôts tout en investissant. Attention, les FCPI FIP présentent souvent un niveau de risque élevé. Ils investissent dans des petites entreprises locales ou innovantes, parfois fragiles, et les frais y sont souvent un peu plus lourds. Mais on y reviendra dans les points importants. Investissement direct dans une PME hors fonds. Si, via une plateforme ou un club deal, vous souscrivez vous-même au capital d'une start-up ou PME, il existe également un avantage fiscal appelé dispositif IR-PME, anciennement Madelin. Cela rejoint en fait le principe des FIP-FCPI. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18% du montant investi directement au capital d'une petite et moyenne entreprise éligible, jeune entreprise innovante, petite et moyenne entreprise européenne non cotée, dans la limite de 50 000 euros investis, célibataire, ou 100 000 euros, couple, par an. Ce taux a pu être temporairement plus élevé, 25%, selon les lois de finances. De la même manière, les conditions de conservation, au moins 5 ans, s'appliquent aussi. Et en sortie, pas d'exonération spécifique sur la plus-value, sauf si vous avez droit aux abattements pour durée de détention des titres, dispositif un peu complexe qu'on va éviter de détailler ici, mais sachez qu'il existe des abattements d'IR pour détention longue de titres de PME, hors PFU. Donc, sur un compte titre en direct, la fiscalité brute, c'est flat tax 30%, mais utilisez les supports comme FCPR, FCPI, FIP pour bénéficier d'exonération ou réduction d'impôts. Via une assurance vie, de plus en plus d'investissements en private equity sont proposés via les contrats d'assurance vie. Par exemple, votre contrat d'assurance vie multisupport peut référencer un FCPR ou un FPCI en unité de compte, ce qui vous permet d'y allouer une partie de votre épargne. Dans ce cas, la fiscalité de l'assurance vie s'applique. Tant que vous ne sortez pas d'argent du contrat, aucune imposition. Les plus-values restent dans l'enveloppe sans impôt immédiat. C'est un avantage d'effacement de fiscalité pendant la phase d'accumulation. Lorsque vous ferez des rachats, des retraits de votre assurance vie, là ce sera imposé selon les règles habituelles de l'AV. Si votre contrat a plus de 8 ans, abattement annuel de 4 600 euros sur les gains, 9 200 euros pour un couple, et au-delà un prélèvement forfaitaire de 7,5% sur les gains après 8 ans, application des prélèvements sociaux, ou 12,8% si versement supérieur à 150 000 euros après 8 ans. Si le contrat a moins de 8 ans, c'est la flat tax 30% sur les gains retirés. En clair, l'assurance vie permet de différer l'impôt tant que vous laissez fructifier et de bénéficier d'un taux réduit après 8 ans. C'est donc très attractif pour loger du private equity, d'autant que ça résout en partie le problème de liquidité. Certains contrats permettent d'arbitrer vos unités de compte private equity vers un fonds euro par exemple, on va y revenir. Petite mise en garde, investir en private equity via l'assurance vie ne permet pas de profiter des réductions d'impôts type FCPI, FIP, dont on parlait plus haut. En effet, c'est l'assureur qui souscrit au fonds, pas vous en direct, donc vous n'êtes pas éligible à la réduction IR. Il faut choisir. Soit on privilégie l'avantage fiscal à l'entrée, réduction d'impôts, en souscrivant en direct sur un compte titre, soit on privilégie l'enveloppe assurance vie pour le côté pratique et la fiscalité à la sortie. Chaque solution a ses atouts et ça peut dépendre de votre situation, taux marginal d'imposition, etc. Via un PEA ou PEA-PME. Le plan d'épargne en actions est une enveloppe bien connue pour investir en actions avec une fiscalité allégée. Bonne nouvelle, certains fonds de private equity sont éligibles au PEA, PEA, PME. Par exemple,
Il existe des FCPR éligibles PEA-PME, généralement parce qu'ils respectent les critères, investir majoritairement dans des PME européennes. Si vous détenez un FCPR ou des titres de PME non cotés dans votre PEA, PEA-PME, vous bénéficierez de la même fiscalité que le PEA classique, exonération totale d'impôt sur le revenu sur les gains après 5 ans de détention, et seulement les prélèvements sociaux de 17,2% à payer au moment de la sortie. C'est très avantageux. Là encore, en contrepartie, il y a des plafonds de versement à respecter. Le PEA classique est limité à 150 000 euros de versement, le PEA PME à 225 000 euros, avec un cumul maximum de 225 000 euros si on a les deux comptes liés. L'intérêt d'un PEA PME est justement d'accueillir ce genre de placement orienté PME non coté. Donc si vous avez de la place sur votre PEA PME et qu'un FCPR éligible vous intéresse, ça peut être judicieux d'en profiter. Cas particulier des plans retraite, PER. Je ne vais pas trop digresser, mais sachez que certains private equity peuvent être logés dans un plan d'épargne retraite, PER également. Là, l'avantage est surtout à l'entrée, déduction des versements du revenu imposable, et la sortie étant plutôt en rente ou capital, taxée selon règles du PER. C'est un cas un peu spécial. On ne va pas le développer dans ce podcast, mais c'est bon de savoir que ça existe. Ce n'est toutefois pas le plus courant pour les particuliers aujourd'hui. En résumé sur la fiscalité, le private equity peut bénéficier de nombreux aménagements fiscaux, entre réduction d'impôts, FCPI, FIP, IR-PME, exonération de plus-value après durée minimale, FCPR, FCPI, FIP, PEA, et enveloppe défiscalisante, assurance vie, PEA, il y a moyen d'optimiser fortement l'impact fiscal de ce placement. Bien sûr, ces avantages fiscaux existent pour compenser en partie le risque de perte en capital propre au private equity. Ne vous laissez pas uniquement guider par la carotte fiscale. Il faut d'abord que l'investissement soit cohérent pour vous, que le fonds soit de qualité, etc. La fiscalité doit être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Points importants à savoir avant d'investir. Avant de vous lancer tête baissée dans le private equity, passons en revue les points importants et les mises en garde. C'est un investissement séduisant, mais qui a ses contraintes. Voici ce qu'il faut absolument avoir en tête. Une durée d'investissement longue. Comme on l'a vu, on part sur du 5 à 10 ans minimum. Il faut donc immobiliser l'argent sur une longue période. Cela signifie que l'argent investi en private equity doit être un argent dont vous n'aurez pas besoin dans l'immédiat, ni dans les prochaines années. Vous devez être à l'aise avec le fait de le bloquer. Il est crucial de ne pas investir en private equity de l'argent destiné à vos besoins de court terme ou à votre épargne de précaution. Par exemple, ne mettez pas votre coussin de sécurité, qui sert en cas de coup dur, là-dedans. Pensez à ce placement comme à du long terme pur. Un placement peu liquide. La liquidité est la capacité à revendre rapidement un actif et récupérer son argent. En private equity, la liquidité est très faible. Une fois engagé, vous ne pouvez généralement pas sortir quand vous le voulez. Il n'y a pas de place de marché public quotidienne pour ces parts de fonds ou ces actions non cotées. Il existe bien un marché secondaire, comme je disais, mais il est restreint et souvent il faudra vendre avec une décote, accepter de perdre une partie de la valeur pour trouver un acheteur. Certaines structures, par exemple des FCPR dans l'assurance vie, offrent une fenêtre de sortie annuelle ou un mécanisme pour racheter vos parts, mais ce n'est pas garanti et ça peut prendre du temps. Donc, considérez que c'est illiquide jusqu'à l'échéance prévue. C'est un inconvénient majeur par rapport à la bourse ou d'autres placements. Vous sacrifiez la liquidité en échange d'un potentiel de rendement plus élevé. Des risques plus élevés. Le private equity est synonyme de prise de risque. On finance des entreprises qui peuvent très bien échouer. Les startups, on le sait, un certain nombre ne passeront pas le cap des premières années. Même des petites et moyennes entreprises établies peuvent rencontrer des difficultés. Concurrence, perte de marché, etc. Il y a donc un risque de perte en capital. Ce que vous investissez n'est pas garanti. Vous pouvez récupérer moins que votre mise, voire potentiellement rien du tout sur certains projets. Bien sûr, en investissant via un fonds diversifié, on mutualise ce risque sur plusieurs entreprises. L'idée est que les réussites compensent les échecs.
Mais il faut accepter mentalement que c'est un placement volatile et incertain. Les valorisations de vos parts de fonds pourront fluctuer. Généralement, on voit d'abord la valeur baisser les premières années, car les frais se font sentir et les boîtes sont en phase de croissance non réalisée, puis potentiellement monter par la suite si tout va bien. Soyez conscient du niveau de risque et calibrez la part du private equity en conséquence dans votre patrimoine. On y vient juste après. Un ticket d'entrée et des contraintes de souscription. Selon le canal choisi, il peut y avoir un montant minimum d'investissement assez élevé. Par exemple, beaucoup de fonds classiques de private equity s'adressent à des investisseurs avertis avec un minimum de 100 000 euros, typiquement les FPCI. On va en parler. En revanche, il existe maintenant des offres accessibles des quelques milliers d'euros, voire quelques centaines d'euros sur des plateformes. Donc, c'est très variable. Renseignez-vous sur le minimum requis. Par ailleurs, l'accès peut être réservé dans certains cas. Un FPCI, fonds pro, n'est ouvert qu'aux investisseurs qualifiés professionnels ou ceux qui mettent au moins 100 000 euros. Certains club deals exigent que vous soyez investisseur averti, avoir une certaine expérience ou patrimoine. Bref, assurez-vous d'être éligible à l'offre et d'en comprendre les conditions. Autre contrainte. J'en parlais, si c'est un fonds à appel de capitaux, vous devez pouvoir honorer les appels de fonds sur plusieurs années. Donc, cela demande une planification financière. Avoir la trésorerie dispo quand on vous la demandera. La nécessité de diversifier, c'est un point clé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier en private equity. Idéalement, il faut diversifier sur plusieurs entreprises, d'où l'intérêt de passer par des fonds qui le font pour vous. Mais aussi, ne faites pas du private equity la majorité de votre patrimoine. Vu le risque et l'illiquidité, pour un particulier, on conseille souvent d'y consacrer une part relativement modérée de son portefeuille. Cela dépend du profil, bien sûr. Pour un investisseur très fortuné, mettre 10% en private equity est courant. Pour quelqu'un de moins aisé, ça pourrait être 5%, ou même 2 à 3% juste pour voir. L'idée, c'est que si ça se passe mal, ça ne doit pas compromettre votre situation financière globale. Diversifiez également entre différents fonds ou projets si possible. Par exemple, ne pas tout mettre dans un seul FCPI, mais répartir sur 2 millésimes différents, etc., si vous en avez la capacité. Le suivi et la complexité. Investir en private equity, c'est un peu plus complexe que d'acheter un livret A. Il faut suivre un minimum l'actualité du fonds, lire les reportings annuels qu'on vous envoie pour comprendre l'évolution. Vous n'aurez pas une valorisation quotidienne, ça peut être déroutant. Il faut aussi bien conserver vos documents, notamment pour la fiscalité, par exemple la preuve que vous avez gardé vos parts 5 ans pour l'exonération. Parfois, on vous demandera des actions, comme signer des prolongations de fonds ou remplir des formulaires spécifiques. Ce n'est pas insurmontable, mais soyez prêts à un peu d'administratif en plus qu'un placement standard. Là encore, en passant par des enveloppes type assurance vie ou PEA, ça simplifie la vie car c'est géré dans le cadre du contrat. La réglementation et la protection. Notez que les fonds de private equity sont régulés. En France, l'AMF supervise. Un FCPR grand public doit avoir l'agrément de l'AMF et respecter des règles, ce qui vous protège en partie. Il y a un dépositaire qui surveille les actifs, etc. En revanche, si vous investissez de manière plus directe, par exemple via une plateforme dans une start-up, vous dépendez de la réussite de la boîte et il peut y avoir moins de garde-fous. Donc, fiez-vous à des acteurs sérieux et vérifiez qu'ils sont bien enregistrés, régulés. Les plateformes de crowdfunding, par exemple, ont un statut CIP ou PSI régulé par l'AMF. En bref, les points à retenir. Un horizon long, une liquidité quasi nulle entre-temps, des risques élevés, une sélection rigoureuse à faire et une diversification nécessaire. C'est un placement passionnant et potentiellement très rémunérateur, mais il faut le faire en connaissance de cause. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Par exemple, moi-même en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pour choisir les bons supports et calibrer la part de private equity dans votre stratégie globale. Caro, gestion privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous guider dans ce genre de décisions importantes. Quel support pour investir en private equity? Venons-en aux supports d'investissement qui permettent de faire du private equity. Il en existe plusieurs, adaptés à différents profils d'investisseurs. Voici les principaux.
Les FCPR, Fonds communs de placement à risque. C'est sans doute le véhicule le plus classique pour les particuliers. Le FCPR est un fonds agréé par l'AMF qui investit au moins 50% de ses actifs dans des entreprises non cotées, souvent beaucoup plus. Il peut être généraliste ou thématique, par exemple un FCPR spécialisé dans la tech ou dans les PME françaises, etc. Accessibilité. Les FCPR sont ouverts au grand public, avec parfois des minimums de souscription assez abordables. Par exemple, certaines banques en ligne proposent des FCPR accessibles dès quelques centaines ou milliers d'euros. On a vu des offres à 1000 euros minimum, voire 100 euros sur des plateformes, et même 25 euros via certains contrats bancaires de spécifiques. Souvent, les FCPR sont disponibles via un compte-titre ou via l'assurance vie, ou PEA-PME. On l'a mentionné, via un compte-titre, le FCPR bénéficie d'une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans, et via PEA-AV, on a d'autres avantages. Le FCPR a en contrepartie des obligations réglementaires, agrément AMF, informations régulières aux clients, etc., ce qui rassure sur le sérieux. C'est un support adapté si vous voulez du private equity diversifié et clé en main, sans nécessairement chercher la réduction d'impôt, car FCPR en soi n'en donne pas. Les FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation, et FIP, Fonds d'investissement de proximité, on les regroupe souvent car ce sont les fameux fonds fiscaux. Accessibilité, eux aussi sont grand public et souvent proposés par des réseaux bancaires ou des plateformes spécialisées, généralement avec un minimum de quelques milliers d'euros, souvent 5 000 euros par exemple. Leur intérêt principal, comme on l'a vu, c'est la réduction d'impôts à l'entrée, 18%. Un investisseur qui paye beaucoup d'impôts peut chaque année souscrire un FCPI ou FIP avant la fin décembre pour défiscaliser une partie de son impôt. En échange, il finance soit des PME innovantes, FCPI, soit des PME régionales, FIP. La prise de risque est élevée, portefeuille d'entreprises, souvent petites et pas toujours matures, et les frais peuvent être un peu supérieurs à un FCPR classique, car la commercialisation de ces fonds fiscaux coûte cher et le gestionnaire se rémunère aussi via la niche fiscale. Néanmoins, c'est un support intéressant pour allier optimisation fiscale et investissement. On peut souscrire ces fonds via un compte-titre, obligatoire pour avoir la réduction d'impôt. Parfois, ils sont aussi disponibles en assurance vie, mais dans ce cas sans la réduction d'impôt. Les FPCI, Fonds professionnels de capital investissement. Alors celui-ci est réservé à une clientèle avertie. Le FPCI, c'est la version allégée du FCPR, sans agrément obligatoire, destiné aux investisseurs professionnels ou assimilés. Accessibilité. La loi impose un minimum de 100 000 euros par investisseur, sauf cas de souscription via certains contrats luxembourgeois ou montage, mais restons simples. Donc c'est clairement pour des montants importants. Le FPCI offre plus de liberté aux gestionnaires dans ses investissements. Souvent, il peut être très spécialisé, investir partout dans le monde, etc., sans les limites qu'a un FCPR. En contrepartie, l'investisseur n'a pas la même protection de l'AMF, mais bon, il est censé être grand et savoir ce qu'il fait. Si vous êtes un investisseur fortuné et que vous voulez accéder aux meilleurs fonds de private equity internationaux, c'est souvent via des FPCI ou des fonds étrangers équivalents. Pour le particulier moyen, ce n'est pas à porter, donc je ne m'étends pas. Retenez juste, FPCI égale Pro Only, c'est-à-dire des tickets élevés. Les mandats de gestion, fonds dédiés, certaines banques privées ou conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous proposer un mandat de gestion incluant du private equity. Par exemple, vous confiez une somme à un gérant qui va lui-même la répartir sur différents fonds de private equity selon une allocation prédéfinie. Ou bien il existe des fonds de fonds en private equity, un fonds qui investit lui-même dans plusieurs fonds de PE pour diversifier. Ce sont des solutions pratiques si vous avez un patrimoine conséquent et que vous voulez déléguer la sélection à des pros. Accessibilité, souvent réservée à des montants assez importants aussi. Par exemple, mandat accessible à partir de 250 000 euros ou plus, car ils vont diversifier sur plusieurs fonds sous-jacents. Avantage, vous avez un expert qui choisit pour vous, qui peut répartir sur des dizaines de sociétés via différents véhicules. Inconvénient, ça rajoute une couche de frais, le gestionnaire du mandat prend sa part.
Mais pour un investisseur qui ne veut pas s'en occuper du tout et vise un large portefeuille diversifié, ça peut valoir le coup. Les club deals, c'est une approche plus directe et souvent plus active. Un club deal, c'est quand plusieurs investisseurs se regroupent, de manière formelle ou informelle, pour investir ensemble dans une ou quelques entreprises. Par exemple, un réseau d'entrepreneurs décide d'investir chacun 50 000 euros pour racheter une petite et moyenne entreprise locale. Ils montent une holding et hop, c'est un club deal. Accessibilité. Généralement, c'est sur invitation ou via des cercles spécialisés. Il faut souvent avoir un bon réseau ou passer par des plateformes dédiées au club deal. Le ticket peut varier, mais c'est souvent des montants significatifs, dizaines de milliers d'euros par participant. L'intérêt? On choisit précisément le projet dans lequel on investit, contrairement à un fonds où c'est le gérant qui décide. On peut même parfois participer aux décisions, si on est membre du conseil d'administration par exemple. Mais c'est très impliquant et on perd la diversification. On mise sur un cas particulier. Donc c'est plutôt réservé à des investisseurs expérimentés qui comprennent bien le secteur de l'entreprise ciblée, etc. Ça peut être passionnant, on a presque le sentiment d'entreprendre soi-même, mais attention aux risques concentrés. Les plateformes de crowdfunding, financement participatif, voilà un support qui a explosé ces dernières années pour démocratiser l'accès aux non-cotés. Des plateformes en ligne vous permettent d'investir de petits montants dans des projets variés. Il y a deux grands types, les plateformes de crowdfunding equity, où vous prenez une part au capital d'une start-up ou PME, et les plateformes de crowdfunding immobilier ou de prêt, où vous financez un projet immobilier ou prêtez à une entreprise, ce qui est plus de la dette que du capital. Focalisons-nous sur l'equity crowdfunding qui correspond au private equity. Accessibilité, c'est souvent très accessible, des 100 euros ou 1000 euros selon les sites. Vous vous inscrivez, vous consultez des fiches de start-up ou d'entreprise en recherche de fonds et vous pouvez investir en quelques clics. En échange, vous détenez soit directement des actions ou obligations convertibles etc. de la start-up, soit des titres via un véhicule géré par la plateforme. C'est très pratique pour diversifier avec des petits tickets et découvrir des projets. En plus, ces investissements donnent droit à la réduction d'impôt IR-PME 18% si l'entreprise est éligible et que vous respectez les conditions. La plupart des plateformes fournissent l'attestation fiscale. Par contre, le revers de la médaille, c'est parfois peu filtré par rapport à un fonds pro. Même si les plateformes font un minimum de due diligence, ça reste des placements très risqués. Beaucoup de jeunes entreprises ou des PME pas hyper solides. Le taux d'échec peut être élevé. Il faut donc vraiment multiplier les projets pour diluer le risque. Par exemple, mettre 500 euros dans 10 startups différentes plutôt que 5000 euros dans une seule. Et bien sûr, il y a aussi des frais. Parfois, la plateforme prend un pourcentage sur vos gains lorsqu'il y a une sortie réussie. Mais globalement, c'est un moyen fun et éducatif de faire du private equity à petite échelle, des noms de plateformes connues en France, YZ, Tudigo, Sowefund, Anaxago, etc. Autres supports, on peut en citer d'autres, comme les SPV, Special Purpose Vehicle, montés pour une seule opération. Les holdings ISF, bons l'ISF, n'existent plus. Mais il y a eu des holdings pour la réduction ISF avant, certains ont encore des actifs, les fonds d'investissement alternatifs étrangers, etc. Mais ce serait trop se perdre dans les détails. La plupart des particuliers se concentreront sur les catégories précédentes. Donc, en fonction de votre profil, si vous voulez y aller prudemment et simplement, un FCPR diversifié via votre banque ou assurance vie peut être un bon début. Si vous cherchez une carotte fiscale et vous êtes prêt à bloquer 7 à 8 ans, un FCPI FIP avant la fin d'année pour réduire vos impôts. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de sélectionner vous-même, quelques tickets en crowdfunding pour de petites sommes en mode découverte. Si vous avez un gros montant et voulez le top, peut-être un mandat private equity ou un accès à un FPCI d'une grande société de gestion avec l'aide de votre CGP. Bref, il y en a pour tous les goûts, et c'est justement ce qui fait que le private equity devient plus accessible. L'offre s'est élargie. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, peut vous aider à naviguer parmi ces supports pour trouver ceux qui correspondent à vos objectifs et à votre situation. Exemple concret,
d'investissement en private equity. Pour rendre tout cela plus tangible, je vous propose deux exemples réalistes illustrant des profils d'investisseurs différents en private equity, avec leurs objectifs et la façon dont ils s'y prennent. Ces histoires sont fictives, mais inspirées de cas fréquents. Exemple numéro 1, le private equity pour diversifier et réduire ses impôts, profil cadre supérieur fort imposé. Alice, 42 ans, est directrice marketing dans une grande entreprise. Avec un bon salaire, elle paye pas mal d'impôts chaque année. Son conseiller financier, Caro Gestion Privée bien sûr, lui parle du private equity, non seulement comme occasion de diversification, mais aussi pour réduire son impôt sur le revenu. Alice a déjà entendu le terme capital investissement, mais ne sait pas trop comment ça marche. Après explication, elle décide de consacrer une partie de son épargne à ce type de placement. Elle a un profil prudent mais curieux et un taux marginal d'imposition élevé, 41%, ce qui rend la réduction d'impôt très intéressante pour elle. En octobre, Alice souscrit pour 10 000 euros de part dans un FCPI orienté technologie verte. Ce FCPI investit dans une quinzaine de startups innovantes dans l'énergie renouvelable et la transition écologique. En choisissant ce fonds, Alice vise deux objectifs: soutenir un secteur qu'elle trouve utile, donner du sens à son investissement, et bénéficier de l'avantage fiscal. En effet, grâce à son investissement de 10 000 euros, elle obtiendra une réduction d'impôt d'environ 1 800 euros sur son impôt sur le revenu de l'année, 18% de 10 000 euros. Ce n'est pas négligeable. Bien sûr, elle sait qu'elle devra garder ses parts au moins jusqu'à fin 2030 pour ne pas perdre cet avantage. Et probablement de toute façon, le fonds prévoit une durée de 7 à 8 ans. Alice investit via son compte titre et non via son assurance vie parce qu'elle veut la réduction immédiate. Elle a bien conscience que son argent est bloqué sur la durée du fonds. Ce FCPI a un horizon de 8 ans. Il se terminera vers 2033. Pendant ce temps, Alice recevra un rapport annuel lui indiquant comment évolue le portefeuille. Telle start-up a levé un nouveau tour de table, telle autre a raté un produit. Ce sera un peu nouveau pour elle de suivre ça, mais c'est instructif. Elle investit 10 000 euros, ce qui représente environ 5% de son portefeuille total. Donc elle reste raisonnable en termes de répartition. Elle a le reste en assurance vie, PEA, etc. Scénario optimiste. En 2031-2032, plusieurs des startups du FCPI ont réussi, l'une est introduite en bourse, deux ont été rachetées par de grands groupes. La valeur de ces parts a doublé, ces 10 000 euros valent peut-être 20 000 euros. Le fonds commence à distribuer les plus-values. Grâce au régime fiscal du FCPI, ces plus-values sont exonérées d'impôts. Elle ne paiera que la CSG 17,2%. Au final, Alice aura bénéficié d'un 1 800 euros de réduction d'impôts à l'entrée et d'un gain net à la sortie largement défiscalisé. Scénario pessimiste. Quelques entreprises du portefeuille font faillite, d'autres stagnent, et le fonds ne rapporte au final que sa mise initiale ou une légère perte. Alice aura quand même eu sa réduction d'impôt, qui vient adoucir la déception d'un rendement faible. Dans tous les cas, elle aura appris et contribué à financer des entrepreneurs. En parallèle, pour diversifier un peu son private equity, Alice décide aussi d'investir 5 000 euros dans un FCPR plus généraliste via une unité de compte de son assurance vie. Ce FCPR, accessible car l'assureur propose ce support des 5 km, investit dans des PME européennes de différents secteurs. Elle n'a pas de réduction d'impôt sur ce placement-là, car via AV, mais ça entre dans son contrat sans augmenter son impôt et elle pourra arbitrer plus tard. Ce FCPR a une durée de 6 ans. Au moins, grâce à l'assurance vie, si un jour vraiment elle a besoin de liquidité, elle pourrait arbitrer cette UC vers un fonds en euros. L'assureur lui a dit qu'elle peut le faire mais qu'il faut le demander et que la valorisation de rachat dépendra du marché secondaire. Elle n'y compte pas, elle place cet argent pour du long terme également. Au total, Alice a donc alloué 15 000 euros au private equity, sur un patrimoine financier total de environ 300 000 euros, donc 5% environ. Elle a bien conscience des risques, mais elle est contente de contribuer au financement d'entreprises. Et cerise sur le gâteau, elle a réduit son impôt de 1 800 euros cette année, ce qui finance en partie les vacances de sa famille. Pour elle, c'est un essai concluant dans le monde du private equity, qu'elle envisage de renouveler l'année prochaine si ses finances le permettent, peut-être sur un FIP pour changer de thématique. Exemple numéro 2, le private equity
pour dynamiser un patrimoine à long terme. Profil entrepreneur fortuné et profil jeune investisseur curieux. Pour ce deuxième exemple, prenons deux cas différents pour montrer la variété. Bruno, 55 ans, vient de vendre sa petite entreprise industrielle qu'il a dirigée pendant 30 ans. Il a dégagé un capital confortable à réinvestir. Son objectif à lui, ce n'est pas la réduction d'impôts. D'ailleurs, avec la vente de sa boîte, il a optimisé via le pacte Dutreil, etc. Un autre sujet. Ce qu'il veut, c'est faire fructifier une partie de son capital, en accompagnant à son tour des sociétés, un peu comme un business angel. Bruno a un profil expérimenté et fortuné, il peut se permettre d'immobiliser de l'argent longtemps. Il décide d'orienter environ 20% de son patrimoine vers des placements en private equity, le reste étant sur des placements plus liquides, bourse, immobilier, obligations. Accompagné de son conseil patrimonial, Bruno investit d'abord 200 000 euros dans un FPCI international géré par une grande société de gestion renommée. Ce fonds, réservé aux professionnels, va investir dans des entreprises du secteur de la santé en Europe et aux USA. Le ticket minimum est élevé, 100 000 euros, mais Bruno le peut. Il aime l'idée de participer au développement de nouvelles biotech et labos pharmaceutiques. Ce FPCI a une durée de 10 ans. Bruno signe les papiers et le fonds appellera son capital sur 3 ans. Bruno, en bon gestionnaire, met de côté la somme à chaque appel. Ce fonds vise un rendement ambitieux. Il parle d'un objectif de TRI 15% par an. S'il marche bien, Bruno pourrait doubler ou tripler sa mise sur la décennie. Mais il sait que rien n'est garanti. Fiscalement, comme c'est via son compte titre, pas de réduction immédiate, mais il bénéficiera de l'exonération des plus-values après 5 ans, puisque ce fonds a le label FCPR en fait. Beaucoup de FPCI ont aussi le statut FCPR pour la partie fiscale grand public. Ensuite, Bruno consacre 100 000 euros à des club deals aux côtés d'amis entrepreneurs. Par exemple, il investit 50 000 euros dans la holding créée par un de ses contacts pour reprendre une entreprise artisanale locale, menuiserie industrielle, qui cherchait un repreneur. Bruno connaît bien le secteur, donc il est assez confiant. Il sait que ce n'est pas liquide et qu'il sortira que quand la menuiserie sera revendue à son tour dans quelques années, idéalement avec une plus-value. Il devient actionnaire minoritaire à environ 15% de cette PME via la holding. Par ailleurs, il met 50 000 euros dans un projet de promotion immobilière via un club deal immobilier, même si là, on sort un peu du cadre equity pur, c'est du private equity immobilier, on va dire. Bruno aime ses deals directs, ça lui rappelle sa vie d'entrepreneur, il peut apporter son expertise en plus de l'argent. Il est conscient que c'est risqué et concentré. Si la menuiserie coule, ces 50 000 partent en fumée. Mais il diversifie sur plusieurs deals pour multiplier les chances. Enfin, Bruno garde une poche pour des investissements plus fun, via des plateformes. Même s'il a les moyens d'aller sur des gros fonds, il trouve amusant de regarder des projets sur des sites de crowdfunding. Il investit par exemple 5 000 euros répartis en 10 startups à 500 euros chacune sur une plateforme française. Ce n'est pas tant pour le gain, 500 euros par-ci par-là, même si une fait x10, ça restera modeste à l'échelle de son patrimoine, mais il apprécie de découvrir des innovations et de soutenir des jeunes. Il le fait presque comme on collectionnerait des expériences. Il sait que statistiquement, sur 10 startups early stage, peut-être 2 ou 3 auront du succès et les autres non, mais ça lui va. Et il bénéficiera au passage de l'avantage IR-PME sur ses 5 000 euros, soit 900 euros de réduction d'impôt. C'est toujours bon à prendre. Au total, Bruno a donc investi 300 000 euros en private equity via différentes approches. Sa stratégie est offensive et engagée, ce qui correspond à son profil. Il suit de près les performances de son FPCI via les rapports trimestriels et discute avec son conseiller pour éventuellement investir dans le prochain millésime du fonds s'il est convaincu. Il participe aux réunions annuelles des actionnaires de la menuiserie dans laquelle il a pris des parts, donnant même quelques conseils stratégiques. Ces startups en crowdfunding, il regarde les newsletters avec curiosité. Bref, pour lui, le private equity n'est pas seulement un placement. C'est aussi une manière de rester actif intellectuellement dans le monde des affaires, de mentorer un peu la nouvelle génération d'entrepreneurs. Évidemment, il accepte l'idée que ce 20% de son patrimoine est risqué et pourrait ne pas rapporter autant qu'espéré, mais il se dit que le jeu en vaut la chandelle. Laura, 30 ans, est quant à elle une jeune investisseuse curieuse
qui n'a pas le profil de Bruno, mais que l'histoire de Bruno inspire. Elle a un petit capital de côté, quelques dizaines de milliers d'euros, et a déjà boursicoté sur un PEA. En regardant des vidéos finance, comme cette chaîne Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, elle entend parler du private equity. Elle aimerait bien tenter, mais n'a clairement pas les moyens des gros tickets. Elle décide donc de passer par une plateforme de crowdfunding. Laura investit 1000 euros dans une start-up qui fait une application mobile de santé qui lui plaît et 1000 euros dans un projet de reprise d'une ferme agricole en circuit court. Ce sont de petites sommes, ça représente environ 5% de son épargne totale, donc même si elle perd tout, ce ne sera pas dramatique. Elle a conscience du risque élevé. Elle se dit que c'est un test pour voir comment ça fonctionne et surtout, ça lui donne le sentiment de participer directement à des projets qu'elle trouve utiles. Pour elle, le private equity version crowdfunding, c'est presque un mélange entre investissement et soutien type Kickstarter, mais en plus encadré. Elle n'oublie pas de remplir sa case fiscale l'année suivante pour déduire 18% de ses 2000 euros investis, soit 360 euros d'impôts en moins, un petit bonus. Laura sait qu'elle ne reverra peut-être rien avant des années, mais elle suit avec enthousiasme les actualités des 2 projets qu'elle a financés. Si un jour l'un d'eux réussit et lui rapporte, ce sera la cerise sur le gâteau. En attendant, elle continue surtout de construire son patrimoine par des moyens plus classiques, versements réguliers sur son assurance vie et son PEA, et considère ces 2000 euros comme son pari sur l'avenir. Ces exemples montrent qu'il y a 1000 façons de pratiquer le private equity, selon qu'on vise la défiscalisation, la performance pure, l'impact ou juste l'expérience. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux, et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour monter votre stratégie. En conclusion, le private equity est une classe d'actifs passionnante qui peut apporter diversification, performance potentielle et sens à votre portefeuille, mais qui demande en échange patience, sang-froid et discernement. Nous avons vu ce qu'est le private equity, comment il fonctionne sur le long terme, quels frais et quelles fiscalités y sont associés, les précautions à prendre et les différents moyens d'investir selon votre profil. C'est un sujet vaste et j'espère avoir éclairé vos lanternes de façon pédagogique et claire. Avant de passer à la FAQ annoncée, retenez quelques idées forces. Investissez en private equity uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme, diversifiez vos positions, informez-vous bien sur les supports choisis et n'hésitez pas à demander conseil. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour ça. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur ce type d'investissement ou d'autres. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Vos retours en commentaire sont les bienvenus. Avez-vous déjà investi en private equity? Qu'est-ce qui vous attire ou vous freine dans ce domaine? Je serai ravie d'échanger avec vous. Comme promis, terminons par une petite FAQ. Voici les 10 questions qui reviennent le plus souvent sur le private equity, avec mes réponses courtes et pédagogiques. C'est parti. Question 1. Le private equity, est-ce que c'est réservé aux riches? Réponse. C'était vrai autrefois, mais plus maintenant. Bien sûr, pour certains fonds haut de gamme, il faut des montants importants, mais aujourd'hui, de nombreux supports permettent d'investir avec des montants modérés. Par exemple, certains FCPR sont accessibles dès quelques centaines d'euros et des plateformes de financement participatif dès 100 euros. Donc non, le private equity n'est plus réservé aux ultra-riches, il se démocratise. Cela reste un placement à considérer sérieusement, mais c'est ouvert à un bien plus large public qu'avant. Question 2. Concrètement, comment peut-on investir en private equity quand on est particulier? Réponse. Plusieurs façons. Vous pouvez souscrire à un fonds, FCPR, FCPI, FIP, via votre banque ou votre conseiller. Vous pouvez passer par votre assurance vie si elle propose des supports non cotés. Vous pouvez ouvrir un PEA PME pour y loger un fonds éligible ou utiliser des plateformes en ligne pour investir directement dans des entreprises. En résumé, soit via des fonds gérés, solutions clés en main, soit en investissant directement dans des projets, solutions plus impliquées. Le choix dépend de votre envie de suivre les dossiers et de votre ticket d'investissement. Question 3. Quel est le minimum à investir généralement? Réponse. Ça dépend du support. Sur des fonds grand public, FCPR,
FCPI, le minimum tourne souvent autour de quelques milliers d'euros. 1000 euros, 5000 euros. Chaque fonds a ses règles. Sur des fonds professionnels, FPCI, le minimum légal est 100 000 euros, donc là c'est très élevé. Sur des plateformes de crowdfunding, le minimum est souvent très bas, 100 euros, 500 euros ou 1000 euros par projet. Donc il y en a pour toutes les bourses. Avant, on disait qu'il fallait au moins 50 000 euros ou 100 000 euros pour faire du private equity, mais aujourd'hui, avec 5 000 euros, on peut déjà se constituer un petit panier via un ou deux fonds accessibles. Question 4. Quel rendement peut-on espérer en private equity? Réponse. Historiquement, le private equity a affiché des rendements annuels moyens supérieurs aux actions cotées. On parle souvent de 8 à 12% par an en moyenne sur le long terme pour de bons fonds diversifiés. Ce n'est qu'un ordre de grandeur. Certains fonds font beaucoup plus s'ils ont déniché de vraies pépites. On a vu des TRI de 15 à 20% sur des périodes de 10 ans pour les meilleures équipes, mais attention, il y a aussi des fonds en dessous de 5% ou même en perte. Donc l'espérance de gain est élevée, mais très variable. On peut se fixer en tête qu'on vise un rendement supérieur à la bourse pour justifier le risque et le blocage. Donc viser du 10% par an par exemple, tout en sachant que ce n'est ni garanti ni linéaire. Et bien sûr, plus on prend des positions risquées, comme des startups early stage, plus le potentiel de gain est fort. On parle de x2, x5, x10 sur une entreprise qui réussit, mais plus le risque de perte totale l'est aussi. Question 5. Quels sont les risques principaux du private equity? Réponse. Le principal risque, c'est de perdre de l'argent. Contrairement à un livret ou à une obligation d'État, votre capital n'est pas garanti du tout. Si les entreprises où vous investissez font faillite ou ne se développent pas, la valeur de votre investissement peut chuter fortement. Il y a aussi le risque de liquidité. Être coincé sans pouvoir vendre si vous avez un besoin imprévu de cash. Et puis, il y a le risque de sélection. Si vous choisissez vous-même des projets, vous pouvez mal évaluer une opportunité. Même les professionnels se trompent, parfois. On peut ajouter le risque de valorisation. La valeur de vos parts n'est pas cotée en continu, donc c'est moins transparent. On dépend de l'estimation du gestionnaire. Mais vraiment, retenez. Risque de perte en capital et illiquidité sont les deux faces d'une même médaille en private equity. C'est pour ça qu'il faut y aller prudemment et de manière diversifiée. Question 6. Quelle est la durée d'immobilisation de l'argent en private equity? Réponse. En général, c'est long. Comptez 8 à 10 ans typiquement pour un fonds classique. Certains fonds ont une durée un peu plus courte, 5 à 6 ans mais c'est rare et souvent prolongé ensuite, d'autres plus longues. Il faut être prêt à laisser son argent bloqué au moins 5 ans dans tous les cas. 5 ans, c'est souvent le minimum pour avoir les avantages fiscaux et correspondre à la phase d'investissement. La plupart du temps, vous commencerez à récupérer des sommes vers 7 à 8 ans et tout sera fini vers 10 ans. Donc, c'est un marathon, pas un sprint. Il existe quelques exceptions avec un peu plus de flexibilité. Fonds perpétuels, sorties anticipées via assurance vie si possible. Mais il vaut mieux partir du principe qu'on ne voit pas la couleur de son argent pendant de longues années. Question 7. Est-ce que je peux sortir plus tôt si j'ai un imprévu? Réponse. Ce n'est pas facile, mais pas totalement impossible. Si vous détenez un fonds, FCPR par exemple, en direct, il n'y a pas de rachat prévu avant la fin, sauf si le gestionnaire organise un marché secondaire ou rachète lui-même vos parts. C'est rare. Vous pourriez essayer de trouver un acheteur de gré à gré, mais c'est compliqué pour un particulier. Si c'est via une assurance vie, vous pouvez demander un arbitrage. L'assureur peut éventuellement racheter vos parts. Souvent, ils l'interdisent pendant une certaine période. Ou alors, ils le font, mais sur la base d'une décote. Sur des plateformes, parfois il y a des options de revente de vos titres sur un marché secondaire interne, mais là aussi, il faut qu'un acheteur se manifeste. En gros, il faut considérer que non, on ne peut pas sortir facilement avant l'échéance. C'est pour ça qu'il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Si la liquidité est un point crucial pour vous, mieux vaut ne pas aller sur du private equity ou alors via des solutions qui offrent une porte de sortie. Certains FCPR ouverts permettent des rachats périodiques, mais encore une fois, c'est conditionné aux opportunités de marché. Question 8. Comment le private equity est-il imposé, hors fiscalité spécifique type FCPI? Réponse. Hors dispositif spécifique, c'est imposé comme n'importe quelle plus-value mobilière.
Donc par défaut, c'est la flat tax de 30% sur les gains. Cependant, comme on en a parlé, si vous passez par un FCPR, FCPI, FIP, etc., généralement vous n'aurez pas à payer l'impôt sur le revenu sur les plus-values, après la durée requise, seulement les prélèvements sociaux 17,2%. Par ailleurs, en assurance vie, c'est la fiscalité de l'assurance vie, donc potentiellement 7,5% après abattement si contrat supérieur à 8 ans. En PEA, c'est exonéré d'impôt sur le revenu après 5 ans. Donc, il y a moyen de fortement optimiser la fiscalité. Mais si on prend le cas simple, j'investis directement dans une entreprise et je revends ma part avec un gain, ce gain sera taxé à 12,8% plus 17,2%, soit 30%, ou au barème si j'ai opté et que ça m'avantage. Notez que si vous avez des pertes, vous pourrez les imputer sur d'éventuelles plus-values de même nature. Par exemple, perte sur une start-up peut compenser gain sur une autre, ce qui réduit l'impôt. Enfin, n'oublions pas l'avantage réduction d'impôt à l'entrée sur certains investissements, FCPI, FIP, IR-PME direct. Ça, c'est un bonus fiscal immédiat, mais en échange, il faut tenir la durée. Question 9. Comment choisir un bon fonds de private equity ou une bonne opportunité? Réponse. A. C'est la question à 1 million. Déjà, il faut regarder l'équipe de gestion. A-t-elle de l'expérience? Un bon historique de performance sur d'autres fonds? Ensuite, la stratégie du fonds. Dans quoi investit-il? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Secteur, stade de maturité des entreprises? Et est-ce cohérent avec le contexte économique? Regardez aussi les frais. Sont-ils dans la norme ou excessifs? Un bon fonds aura des frais raisonnables et un mécanisme de performance aligné, CARI. Si possible, jetez un œil aux performances passées, même si ça ne présage pas du futur, de la société de gestion. Pour un FCPI et FIP, intéressez-vous également au taux de société déjà identifié ou à la stratégie de sortie. Certains fonds fiscaux sont mieux gérés que d'autres. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, faire confiance à un conseiller qui a analysé le marché peut être utile. Pour les opportunités en direct, start-up, PME, c'est encore plus difficile. Il faut étudier le business plan, l'équipe entrepreneuriale, le marché, etc., comme le ferait un investisseur pro. Ne misez pas sur un domaine que vous ne comprenez pas du tout et diversifiez, car malgré toute analyse, il y a une part d'aléa. En résumé, choisissez des équipes de qualité et des stratégies que vous comprenez et méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. Question 10. Quelle part de mon patrimoine devrais-je mettre en private equity? Réponse. Il n'y a pas de réponse universelle, car ça dépend de votre profil de risque, de votre horizon de placement et de la composition de votre patrimoine. Pour un investisseur lambda qui découvre et qui a un patrimoine modeste, commencer par quelques pourcents, 2 à 5% de son portefeuille en private equity est déjà bien. Pour quelqu'un de plus aisé et qui cherche de la performance, monter à 10% voire un peu plus peut se justifier. Les très gros investisseurs, family office, etc., peuvent aller jusqu'à 20 à 30% sur ces classes d'actifs alternatifs, mais ils ont d'autres sources de liquidité à côté. Il faut surtout que vous restiez confortable avec le fait de bloquer cette part et potentiellement de la voir fluctuer fortement. Si chaque nuit, vous allez rêver à vos startups et stresser, c'est que vous avez mis trop. Donc, y aller progressivement, tester avec un montant modéré, puis augmenter si on est à l'aise. Et toujours conserver un socle de placement liquide, livret, fonds euros, actions cotées, etc., à côté pour vos besoins et pour équilibrer. Voilà pour ces questions fréquentes. J'espère que cette FAQ éclaire les derniers points d'ombre que vous aviez. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était dense, mais le sujet le mérite tant il y a à dire. Si vous avez encore d'autres questions, surtout posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et qui sait, d'aborder ces questions dans un prochain podcast. En attendant, si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour intégrer éventuellement le private equity dans votre stratégie patrimoniale, contactez-moi. Vous trouverez en description un lien pour prendre rendez-vous. En tant qu'ingénieur patrimonial et conseillère en gestion de patrimoine, mon rôle est de vous guider,
Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, n'est pas juste un slogan, c'est un engagement. Pensez à vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée si ce n'est pas déjà fait, à laisser un like si ce contenu vous a plu et à partager cet épisode avec des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de votre écoute attentive. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où l'on continuera d'explorer ensemble les meilleurs moyens de gérer et booster votre patrimoine. À très bientôt, c'était Caroline Bonneau pour Caro Gestion Privée. Prenez soin de vos finances et à la prochaine.